Alors, officiellement, on va le dire, bienvenue à tous et toutes pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Alors, Caroline Deguille, présidente directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, accompagnée par nul autre que notre président du conseil, Michel Rousseau, de chez Rousseau-Lefebvre. Bonjour tout le monde. Et on a Marie-Ève Labranche qui est en sourdine avec nous aujourd'hui, qui est notre télésino. Alors, merci Marie-Ève, notre directrice des communications et du marketing à la Chambre là, qui assiste. Alors, à vous tous qui êtes présents, bonjour. Alors, comme je vous l'ai dit, là, je m'assure que tout le monde, que tout fonctionne bien au niveau des panélistes et des participants. Et donc, on a un bon programme aujourd'hui. Vu que c'est en mode virtuel, on se donne 1 heure, 1h15, je crois, top chrono. Mes excuses si je me trompe de 15 minutes. Et les 6 éléments que je veux mentionner avec vous sont les suivants. Le projet de la Chambre dont on va vous parler aujourd'hui, c'est la symbiose de Laval, évidemment. C'est un projet majeur à la Chambre qui s'insère carrément dans notre planification stratégique triennale et au-delà. Et c'est mobilisateur, vous vous en doutez. Et donc, on est convaincus d'une chose, tous nos chefs d'entreprise avec lesquels on a été capable de discuter, c'est qu'il y a définitivement des possibilités de faire des économies vertes. Et à Laval, on est en train de se distinguer. On a vraiment une longueur d'avance. Alors, chanceux à nous tous, travaillons et œuvrons dans ce sens-là. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez le découvrir. Si jamais vous n'avez pas tout, je pense que vous avez accès à toutes les expertises aujourd'hui sur place pour pouvoir le faire. L'autre chose, on va vous présenter notre symbiose V2. Parce qu'au-delà de ce qu'on a réalisé au cours de la dernière année, on a une vision de poursuite et ça va être une partie importante. Alors, il va y avoir une partie de la rencontre d'aujourd'hui, parce qu'on va vous présenter où est-ce qu'on s'en va avec la symbiose, avec notre vision zéro déchet à Laval. Par la suite, il va y avoir une présentation en mode approvisionnement responsable local avec nos spécialistes et toutes les synergies d'affaires qu'on peut faire autour. Alors ça, c'est une présentation spéciale qui vous attend. Par la suite, on va avoir un mini-panel parce qu'on va justement entamer un dialogue avec des entreprises certifiées éco-responsables à Laval. Donc, on va avoir des témoignages des gens qui le font et qui sont passés par là. Et bien évidemment, par la suite, notre fonds Éco-Leader. Alors, comment est-ce qu'on finance tout ça? Parce qu'il y a de l'argent disponible pour vous aider et des subventions intéressantes qui vont vous être présentées pour les entreprises. Et finalement, évidemment, la parole va être à vous. On veut susciter des échanges par la suite, répondre à quelques questions. Pour ce faire, évidemment, levez la main tantôt et vous pouvez même commencer peut-être à mettre des questions spécifiques dans le chat actuellement. Marie-Ève va commencer à les prendre et on pourra vous revenir en fin de journée. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à notre président du conseil, Michel Rousseau, qui va justement là, et qui est non seulement le président du conseil, mais est également le président de notre comité de symbiose à Laval. Il faut tout de même le noter. Alors, Michel. Merci, Caroline. Donc, bonjour tout le monde. Merci de votre participation ce matin. Bien, comme vous le savez, le développement durable, c'est un incontournable à la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, particulièrement dans un contexte de relance économique. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'avaient vu, mais selon le sondage Léger Marketing de la semaine dernière, pas moins de 4 répondants sur 5 voudraient une relance verte. Donc, c'est 80% des gens au Québec qui souhaiteraient effectivement que le plan de relance du gouvernement en fasse autant, sinon plus, dans la lutte au changement climatique et la protection de l'environnement. En mode relance, on a la chance de repenser notre modèle d'affaires. On a la chance, ou plutôt le devoir, carrément, de se réinventer. Donc, la planète n'a plus suffisamment de ressources pour la population actuelle. C'est inévitable. Le mode d'économie linéaire, c'est-à-dire de confectionner des produits, les utiliser et les jeter, ça ne fonctionne plus. Donc, on doit proposer un mode d'économie circulaire, donc travailler en boucle. Pour ça, bien, il faut donc s'assurer que la qualité de notre base soit effectivement parfaite. Donc, elle doit être solide, elle doit être responsable et elle doit être durable. Le développement durable, c'est le seul modèle de développement qui regroupe toutes ces qualités. Il doit être le présent et il sera l'avenir. Donc, si on regarde ça en mode affaires, le vert, comme on l'appelle, peut permettre de faire plus d'argent. Depuis 2 ans, la Chambre de commerce s'est investie dans le projet Symbiose Laval, qui représente une de nos initiatives importantes en matière de développement durable. La symbiose, c'est un accompagnement personnalisé aux entreprises dans l'amélioration de leur gestion des matières résiduelles et des opportunités d'affaires circulaires. Concrètement, ça veut dire
la définition standard qu'on sert, c'est évidemment que les matières résiduelles, donc que se débarrasse une entreprise, deviennent les matières premières d'une autre entreprise. On le sait, disposer de nos déchets engendre des coûts et évidemment, ce n'est pas très écologique. Mais ces rebuts peuvent intéresser une autre entreprise. On retire les matières les plus importantes de votre conteneur, qui va habituellement en enfouissement, et une autre entreprise les utilise pour faire un autre produit. C'est gagnant-gagnant. Avec Symbiose Laval, il y a plus de 350 entreprises lavalloises qui ont répondu à notre appel. Et 65 maillages durables entre celles-ci ont été créés. C'est ce qu'on appelle établir de vraies relations d'affaires, des vrais deals d'affaires. Donc, on aura d'ailleurs l'occasion aujourd'hui de faire le bilan de ces approches. Mais maintenant, on fait quoi? Donc, on doit poursuivre nos efforts et aller encore plus loin, c'est clair. Donc, pour cela, on a besoin de vous. Aujourd'hui, ça va être l'occasion d'en discuter ensemble. La Chambre de commerce et d'industrie de Laval fait du développement durable une de ses priorités et nous continuerons d'appuyer les entreprises en ce sens. Merci. À toi, Caroline. On fait attention. Alors, merci beaucoup, Michel. Je pense que vous avez une bonne idée. Le mot « deal d'affaires » que Michel a mentionné est effectivement vrai. Notre objectif ici, c'est comment est-ce que la symbiose va être le propulseur de votre relance économique. Et donc, pour aller un petit peu plus en détail, vous voyez Nathalie Brissette, Fatma Mekmek est en train de s'ajouter. Nathalie va nous présenter un petit peu en quoi notre symbiose à Laval et le détail du projet. Alors, je pense que Nathalie, as-tu accès à ton micro? Oui, je vais voir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oh que oui! Super, merci. Donc, aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler du développement durable au cœur des nouveaux modèles d'affaires. Michel en a glissé mot, je vais vous reparler de la symbiose Laval, de l'importance de la symbiose Laval. C'est quoi exactement? Il faut beaucoup éduquer et informer les entreprises pour bien comprendre leur rôle. La symbiose, c'est un écosystème qui va rassembler des entreprises qui sont maillées entre elles par des échanges de ressources. Ces ressources-là, ça peut être des ressources matérielles, mais ça peut être également des ressources qui sont immatérielles. On peut penser à des matières qui vont entrer en ligne de compte dans la fabrication de produits, mais aussi on peut penser à des ressources humaines ou à des actifs qui sont sous-affectés. On peut parler des camions, on peut parler des espaces de stockage ou également des expertises. L'idée derrière une symbiose, c'est d'apprendre à connaître ses voisins et c'est l'humain avant tout. C'est ce qui va faire que la symbiose industrielle va fonctionner. La symbiose, c'est une des 12 stratégies de l'économie circulaire. Il y a plusieurs objectifs qu'on met en place derrière une symbiose, dont Michel en a parlé. C'est rediriger les matières résiduelles qui émanent d'une entreprise vers une autre entreprise qui, elle, va voir encore de la valeur. On veut créer des circuits qui sont courts en approvisionnement. Puis, surtout en temps de relance économique, ça prend une connotation toute particulière. Pour mettre en place une symbiose, ça va prendre la présence de facilitateurs, de conseillers en économie circulaire qui vont faire les ponts entre les différentes entreprises. L'aspect qui est multisectoriel, multitâche, multitaille, la variété des entreprises va aussi être un facteur de succès dans une symbiose. Les bénéfices pour une entreprise, dans un premier temps, c'est la réduction des coûts qui sont reliés à la gestion des matières résiduelles. Souvent, dans un premier temps, on va parler de réduction de levée de leurs containers, de réduction de coûts. Également, c'est d'avoir créé un lien avec une autre entreprise. Et évidemment, on parle d'économie verte, c'est des gains environnementaux, diminution de gaz à effet de serre, puis une remise également en circulation des ressources. Pour votre information, nous sommes une vingtaine de symbioses industrielles à travers le Québec qui travaillent sous une communauté qui s'appelle Synergie Québec, qui est chapeautée par le Centre de transfert technologique en écologie industrielle. Et on travaille tous en collaboration. Si on ne trouve pas un maillon nécessaire qu'il faut sur notre propre territoire, on regarde sur les territoires qui sont voisins. Maintenant, il
Voici le bilan rapidement 2018-2019 que la Symbiose Laval a fait. On a parlé à 350 entreprises à Laval dans différents secteurs d'activité qui étaient jugés prioritaires. Vous les voyez, on parle de l'industrie des plastiques, l'agroalimentaire, les machines industrielles, le matériel de transport, le pharmaceutique, les technologies de l'information et des communications. Ce qu'on voulait mesurer, c'était les matières qu'il jetait et qu'il allait directement à l'enfouissement. On a mesuré ces matières-là et vous voyez ici, bon, on les a mis par différentes catégories. Et à notre grande surprise, on a remarqué, malgré des repreneurs existants sur le marché, que des cartons, des matières organiques, des plastiques, différents types de plastiques, du papier et du métaux et du verre étaient encore jetés dans les containers et mis au site d'enfouissement. Donc, l'objectif d'une symbiose, c'est de prendre ces matières-là, ces matières résiduelles-là et de trouver des repreneurs. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des ateliers de maillage. On en a fait un récemment, au début de janvier, à la mi-janvier, où on a invité différents types d'entreprises de différents secteurs d'activité, avec plusieurs différents types aussi de participants, et on a identifié des offres et des demandes. Dans cet atelier-là, qui a duré seulement 2h30, en un court délai, on a identifié plus de 80 offres et demandes et 70 matières ont été abordées. En plus, à notre grande surprise, on avait des offres de location d'équipements qui étaient sous-utilisés, des espaces d'entreposage, des compétences et de l'expertise qui ont été proposées. Donc, on a identifié 60 synergies qui étaient potentielles. L'objectif d'un atelier de maillage, c'est faire des maillages en direct et c'est mettre en relation des générateurs des entreprises, des conditionneurs et des recycleurs au même endroit pour que des maillages se fassent sur place. Et ça soulève également les enjeux et les besoins en gestion de matières résiduelles. On en a également parlé. La Ville de Laval était présente et les manufacturiers ont pu parler de leurs enjeux à eux sur leurs matières résiduelles vis-à-vis l'écocentre à Laval. Et je sais que Laval en a pris note. C'était vraiment intéressant. Par la suite, l'autre étape, comme vous pouvez voir, on identifie des synergies, des offres et des demandes. Par le site de la plateforme de Synergie Québec, on voit, nous, on est capable de faire des maillages. On fait des maillages avec différents types de priorités, A, B ou C, comme vous pouvez voir. Un maillage de priorité A, c'est un maillage qui se fait rapidement. Puis ça demande peu d'investissement par les entreprises qui sont impliquées. Un maillage B, c'est qu'à moyen terme, ça demande des modifications de pratiques, souvent à l'intérieur de l'entreprise, dans leur chaîne de production, au niveau de la répartition de leurs matières qui sont jetées, mais par catégorie distincte. Souvent, il va y avoir de la main-d'œuvre qui peut être impliquée là-dedans. Et une entreprise, une synergie qui est difficile à faire comme maillage, qu'on appelle un maillage qui est orphelin, c'est que souvent, ça exige de la recherche et du développement. Deux exemples. On a fait, je vous donne un exemple de synergie de priorité A qu'on a fait, qui sont les palettes de bois. Très facile à faire. On peut regrouper facilement un nombre d'entreprises. Ici, c'était 15 entreprises dans un territoire qui est quand même avec des codes postaux assez plus restreints, pour permettre aux repreneurs d'aller chercher ces palettes-là. Comme vous pouvez voir, c'est une moyenne de 1000 palettes par an par entreprise. Pourquoi? Parce qu'on veut aider ces entreprises-là qui ont des flux de matière un peu plus moyens. Souvent, les flux de matière qui sont plus élevés au niveau des palettes, les repreneurs ont déjà pris ces palettes-là. Donc, en travaillant avec des moyennes et des plus petites entreprises, on peut les aider. Et c'est là qu'on a fait avec les moyennes de 1000 palettes. Juste ces palettes-là qui sont prises par un repreneur, on a une valorisation de plus de 1050 tonnes de matières résiduelles qui sont détournées de l'enfouissement et de la production aussi de matières vierges qui va être évitée. Le gain économique est de plus de 12 000 $. Et la réduction des gaz à effet de serre qu'on a mesuré, c'est 185 tonnes de CO2 équivalent par an. Ce que ça dit, imaginez, c'est juste des palettes de bois d'un certain nombre d'entreprises. Imaginez la quantité de maillage que l'on fait avec 350 entreprises, avec toutes les matières que l'on a identifiées, avec les autres offres et les autres de vente.
on se rend compte que c'est exponentiel. Un autre exemple de priorité C qu'on a réalisé grâce à l'atelier de maillage, on avait une entreprise qui était présente au niveau des portes et des portes de garage et des portes de fenêtres qui avaient des problèmes avec de la mousse de polyuréthane. Et c'est extrêmement difficile de le remettre dans la boucle. Donc, on s'est attardé à cette problématique-là. On a fait affaire avec le Collège Montmorency pour trouver une valorisation à ce type de matière-là. Je vous présente immédiatement ma collaboratrice et amie, Fatma Meshmesh, qui est conseillère pédagogique à la recherche au Collège Montmorency. Bonjour Fatma! Et elle va nous expliquer ce qu'on a fait au mois de mars et au mois d'avril avec la mousse de polyuréthane. Merci Nathalie, bonjour tout le monde. Donc justement, comme tu viens de l'expliquer, suite à cet atelier de maillage, l'entreprise nous a approchés en tant qu'établissement lavallois d'enseignement et de recherche qui dispose vraiment d'experts qui sont capables de caractériser les matières orphelines pour les valoriser. Et l'objectif de cette collaboration, c'était vraiment de leur apporter une approche réelle pour la valorisation de la mousse de polyuréthane issue de leur procédé de production. Donc, le premier défi, je dirais, auquel nous étions confrontés, c'est vraiment de trouver une méthode physique et chimique qui soit capable de décoller la mousse de polyuréthane de la paroi métallique de la porte de garage et de procéder ultérieurement, comme une deuxième étape, à une analyse de la structure de ce polymère afin de leur proposer aussi une méthode efficace qui va permettre la décomposition de ce polymère en des unités monomériques valorisables. Donc, suite à cette collaboration, nous avons pu atteindre les objectifs initialement fixés et vraiment, les résultats qui ont été obtenus étaient vraiment pertinents et très prometteurs, à savoir surtout que l'analyse des produits de la composition, des produits de la décomposition de ce polyuréthane était vraiment, présentait vraiment un grand potentiel de réutilisation pour la production de nouvelles mousses, de revêtements ou de membranes ou d'adhésifs. Ces nouveaux produits pourront être utilisés par la même entreprise en les réintégrant dans leur procédé de production ou même peuvent être utilisés comme matière première par d'autres industries, par exemple l'industrie de construction de bâtiments, automobiles, chaussures ou autres. Donc, vous pouvez bien remarquer à travers cette collaboration que le fait de récupérer la mousse de polyuréthane et de la valoriser constitue pour cette entreprise un bel exemple d'économie circulaire et de développement durable. Merci Nathalie. Donc, si je peux avoir la parole encore, j'encourage pour terminer sur cette première partie-là que les entreprises qui ont des matières résiduelles qui désirent s'en départir, de communiquer avec la Symbiose Laval. Il va nous faire plaisir de vous guider dans la valorisation de ces matières-là. Merci beaucoup. Alors, Fatma et Nathalie, un grand merci. Excellente présentation. Ça nous donne vraiment des exemples concrets, tant de maillage simple que de maillage plus complexe qui ont demandé un peu de recherche et développement. Et donc, maintenant, on se dit, il y a beaucoup d'opportunités. Je suis sûre qu'il y a des ménages qui sont en train de se porter, de se faire bouger. Comment est-ce qu'on finance ça maintenant? Quelle aide? Comment est-ce qu'on démarre l'exploration de ce côté-là? Et donc, je demandais à Jean-Sébastien Trudel, qui est notre conseiller aux entreprises, pratique d'affaires éco-responsables, notre agent éco-leader à la Chambre, de nous présenter le fonds éco-leader. Jean-Sébastien va prendre son micro. Oui, ça c'est bon. Hey, ça marche. C'est bon, oui. En fait, avant de présenter le fonds éco-leader, je voulais revenir en fait sur le concept en fait, du volet 2. Je pense qu'on est rendu là dans la présentation. Oui, effectivement. Donc, sur le volet 2, laisse-moi juste partager mon écran si je suis capable. Oui, je l'ai ici. Voilà.
Donc, ce que je veux faire, dans le fond, c'est de vous présenter là où on s'en va avec la Chambre de commerce et avec le projet de Symbiose, parce que l'idée, c'est d'amener les entreprises à faire mieux. Et là, je vous présente quelque chose, il y en a peut-être qui se souviennent de ça, mais avant les années 90, nos bâtons de déodorant venaient dans une boîte. Et c'est Walmart, en fait, qui au départ a eu l'idée intéressante de demander aux fabricants d'enlever la boîte parce qu'ils se disaient, bien, cet emballage-là, dans le fond, on le paye 2 fois. On le paye pour l'acheter une première fois, ça rentre chez nous, c'est emballé, puis après ça, chez le client, il faut aussi s'en départir, puis comme société, on le paye une deuxième fois. Et donc, étant toujours à la recherche d'économie, ils se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement enlever l'emballage? Ça prend de l'espace sur les tablettes, ça prend de l'espace dans les camions, puis essentiellement, c'est un déchet instantané. Et pire, le déodorant est encore emballé à l'intérieur dans un emballage plastique qui est probablement encore plus résistant que le carton. Et donc, il y a eu cette transformation-là parce qu'ils ont demandé à leurs fournisseurs de se départir de la boîte de carton pour simplement utiliser. Et donc, aujourd'hui, on est habitué à ça, mais ça a permis à l'entreprise puis à la société de sauver des millions de dollars. Ce genre d'initiative-là, c'est encore des initiatives qu'on voit pour être plus en plus performants. Quand on y pense, notre tube de dentifrice, il est encore dans une boîte puis il est encore emballé. Puis ça, bon, c'est là où Walmart met de la pression actuellement. Mais on peut vraiment faire un travail à ce niveau-là. Sauf que quand on y pense, ça reste la même logique dont Michel parlait tout à l'heure, qui est cette logique-là d'économie circulaire où on transforme une ressource en déchet. Et je suis convaincu que si vous êtes ici aujourd'hui, vous savez que ce n'est pas un modèle soutenable. Je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Le problème, c'est de se dire comment on peut faire pour s'améliorer, comment on peut faire pour arrêter de fonctionner de cette manière-là dans notre système actuel, dans notre système économique. Et là, si on se retourne vers les modèles qui existent, bien évidemment, le modèle dans la nature nous apprend quoi? Bien, qu'il n'y a pas de déchets. La notion de déchet n'existait pas. En fait, tout est ressources. Les ressources se transforment en ressources de manière perpétuelle. Et là, vous avez sûrement déjà vu ce diapositive-là où on parle de l'économie circulaire, puis on parle des cycles biologiques, puis des cycles techniques, puis on peut faire en sorte que dans notre société, on serait capable, en théorie, de transformer des ressources en ressources. Ça, c'est la théorie. Le problème, c'est comment on fait ça. T'sais, on en parle. Moi, j'ai écrit un livre en 2007 sur ce sujet-là. Ça s'appelait « Arrêtons de pisser dans de l'eau embouteillée ». Mais le concept reste le même. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ça fait plus de 20 ans qu'il y a des modèles qui sont développés et qui nous disent « Oui, ça marche. On est capable de réaliser des économies. » Les Walmart de ce monde nous donnent des exemples où c'est possible de le faire. Donc, pourquoi est-ce que, concrètement, on a encore des poubelles qui s'en vont à l'enfouissement tous les jours? Il y a quelque chose de pas logique là-dedans. Pourtant, les exemples se multiplient et c'est ça que moi je trouve intéressant avec la progression dans les dernières années. Un exemple de ça, c'est Loop Mission qui font des jus. J'ai fait une entrevue avec Julie Poitras-Saunier, d'ailleurs, qui est la cofondatrice de Loop sur les visionnaires. Vous pourrez aller voir ça sur le site de la Chambre de commerce si ça vous intéresse. C'est fascinant parce que eux, ce qu'ils ont fait essentiellement, c'est qu'ils ont pris les déchets d'une entreprise qui distribue des fruits et des légumes. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des gros volumes qui étaient envoyés à l'enfouissement avec essentiellement des fruits et des légumes qui étaient encore de très bonne qualité. Et donc, ils en ont fait une entreprise qui permet de faire des jus à haute valeur ajoutée, là, des jus fraîchement pressés. Et ils ont réussi à générer comme ça plusieurs millions de dollars dès leur première année. Mais là où c'est intéressant, c'est que le jus en fin de vie, c'est-à-dire une fois qu'ils ont pressé le jus, il reste encore de la pulpe. La logique traditionnelle de transformer des ressources en déchets, c'est de prendre la pulpe et de l'envoyer à l'enfouissement. Eux, ils se sont dit, non, attends un peu, on peut certainement faire quelque chose avec ça. Et donc, avec la pulpe, ils l'ont transformé en biscuits pour chiens. Et là, les biscuits pour chiens, valeur ajoutée, font un deuxième revenu encore avec ça. Donc là, ils transforment leurs déchets en un nouveau produit. Mais il reste encore un déchet du déchet du déchet une fois qu'on a fait un biscuit pour chien. Donc, Julie, elle explique, là, on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et ils se sont rendus compte que les vers qui peuvent servir à la nourriture animale ou encore à faire des pâtes alimentaires, soit des vers ou même des insectes comme des grillons, des choses comme celle-là, sont des protéines extraordinaires pour remplacer de la protéine animale. Et là, on est en train de réintégrer de cette manière-là la boucle cycle de vie
en faisant finalement du upcycle, où on améliore en fin de vie la qualité du déchet parce qu'on nourrit avec le déchet du déchet du déchet des grillons, des insectes qui vont pouvoir intégrer le début de la boucle alimentaire. Donc, rien ne se perd dans ce cas-là. Et cette année, leur dernière année financière, après 3 ans d'opération, ils sont à 30 millions de revenus avec ça, alors qu'au départ, c'était des centaines de milliers de dollars que ça coûtait à envoyer tout ça à l'enfouissement. C'est là la beauté de la chose, parce que là, on a un exemple concret de ce qu'on peut faire, nous, disons, dans nos entreprises. Mais allons plus loin. Qu'est-ce que serait l'approche pour dire on peut s'améliorer? Et là, ce qu'on a fait jusqu'à présent dans la symbiose à Laval, ça a été de mettre en place des initiatives de maillage qui permettent de faire un peu comme ce que faisait originalement Walmart, puis dire, bon, ben mon carton, il y a peut-être moyen de le recycler d'une autre manière, puis de le sortir du site d'enfouissement. Mais dans notre prochaine étape, en 2021, la Chambre, la Symbiose Laval, aimerait ça amener le concept plus loin et d'avoir une initiative comme celle-là qui prendrait par la main, étape par étape, des entreprises prêtes à réellement s'engager à faire une différence. Parce qu'actuellement, il faut qu'on réinvente nos processus d'affaires. On le sait qu'avec la COVID, il faut réduire les coûts de manière significative. Donc, comment on va s'y prendre? Bien, ça, c'est notre proposition pour y arriver. On est en train de travailler, dans le fond, chacune de ces étapes-là avec différents partenaires, de manière à ce qu'on puisse combiner les expertises sur le territoire lavallois pour vous aider à vraiment aller au-delà de juste dire « je vais transformer mes ressources en déchets, mais de manière moins dramatique, plus efficace », puis vraiment concevoir une vision zéro déchet, à quoi ça ressemblerait. Et donc, avec des initiatives comme la comptabilité des flux de matière, le biomimétisme, l'éco-conception, on peut y arriver. Oui, les projets de maillage vont continuer à en faire partie. Oui, on risque encore à court terme d'avoir des matières orphelines, mais c'est pour ça qu'on a des initiatives comme on a fait, comme on vient de vous présenter avec le Collège Montmorency. Et donc, tout ça, on est dans le processus de financer ça, parce que si on était pour accompagner une entreprise dans un cadre comme celui-là, on estime que ça coûterait entre 20 puis peut-être 30 000 $. Le contexte actuel ne rend pas ça facile, mais même si on le faisait pour payer ce montant-là, on vous demandait aux entreprises de payer ce montant-là, si c'est pour aller chercher derrière un 200 000 $ ou un 300 000 $ d'économie, ça pourrait valoir la peine. Or, là, il y a beaucoup de projets de financement qui commencent à être annoncés ou qui ont déjà été annoncés dans les derniers mois. Et on travaille avec différents partenaires financiers pour aller chercher le financement qui va vous permettre essentiellement de pouvoir faire ce même démarche-là. On va faire un genre de projet pilote avec un petit nombre d'entreprises qui vont être intéressées à aller de l'avant sur les 4 étapes. Et à ce moment-là, on pourra le faire pour peut-être quelques milliers de dollars plutôt que des 20 ou 30 000 $ qui seraient, disons, inabordables dans le contexte actuel. Et je terminerai là-dessus en vous invitant essentiellement, si ça vous intéresse, à contacter Nathalie ou à contacter la Chambre de commerce pour dire, lever la main et dire oui, j'aimerais y participer ou à tout le moins tenez-moi informé parce que de cette manière-là, on va être capable de vous inclure dans les processus de subvention pour lesquels on fait application présentement et puis on va continuer à le faire au cours des prochains mois. Donc voilà, s'il y a des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis tout à l'heure, j'en dirai un peu plus sur le fonds Éco-Leader qui pourrait d'ailleurs servir à cette fin-là. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Excellente présentation également. Beaucoup d'informations. Alors, on vous tient donc au courant des prochaines étapes, jusqu'où on est capable de vous accompagner avec les expertises autour de la table. Et justement, pour compléter tout ce cercle d'expertise qu'on a, Jennifer Pina se joint à nous. Jennifer, donc, la conseillère en économie circulaire au CTTEI et donc le Centre de transfert technologique en écologie industrielle. Et donc, qui est avec nous lors de la première rencontre de Symbiose également. On va parler synergie d'affaires également, comment on est capable de faire l'approvisionnement responsable local. Alors, Jennifer, la parole est à toi. Merci, Caroline, et merci à la Chambre d'avoir organisé ce webinaire-là pour, on va dire, mobiliser les troupes en temps de COVID. Je vais avoir besoin d'une confirmation comme quoi, si vous voyez ou non mon écran. J'ai un oui? Parfait, je vois des oui de la tête. Donc, aujourd'hui, en une dizaine de minutes, je vais vous raconter une histoire et c'est celle d'une synergie d'affaires, tu l'as dit, Michel, qui est win-win entre un et plusieurs entrepreneurs. Moi, je suis qui, Jennifer? J'habite pas à Laval du tout. Je viens de Sorel-Tracy.
du Centre de transfert technologique en écologie industrielle. Donc, ce que vous voyez, c'est une vraie photo. C'est un vrai labo, celui où je travaille. Et on accompagne la Chambre de commerce dans votre projet de symbiose industrielle. Donc, on supporte vos propositions d'audace, de synergie par un volet, on va dire, rigoureux, scientifique, pour faire la démonstration que si on veut remplacer des matières premières vierges, nobles, par des résidus, ce que certains appellent des poubelles ou des matières résiduelles, bien, nous, on va faire la démonstration que les propriétés peuvent être les mêmes, voire meilleures, de ces produits-là. Donc, il faut qu'on passe par un processus rigoureux, scientifique. Qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire? Je vais faire ça très, très simple. Ce qu'on veut, c'est allonger le cycle de vie des ressources. Et pour les entrepreneurs qui utilisent des ressources, ça veut dire faire des économies si on allonge le cycle de vie des ressources. Ça veut aussi dire, du point de vue environnemental, qu'on va aller réduire l'extraction des matières premières. Alors, c'est vraiment dans cette veine-là où on s'en va. Pour vous parler d'approvisionnement responsable aujourd'hui, je suis retournée dans mes livres d'école pour retrouver les fameux 5 principes de l'approvisionnement responsable. Donc, je pourrais vous parler d'exemplarité. On aime bien ça, nous, les cordonniers qui sont bien chaussés. Je pourrais vous parler de gouvernance, d'équité, d'efficience. Mais avec la synergie dont je vais vous parler aujourd'hui, ça va surtout être sur le volet développement socio-économique et l'intégrité environnementale. Alors, approvisionnement responsable, c'est comment dans les entreprises, puis je vous dirais même sur le territoire, incluant nos décideurs, comment les approvisionnements dans les organisations, on peut l'utiliser comme un levier pour accélérer le virage vers une économie qui va être plus circulaire, équitable, inclusive et locale. Donc, depuis le début de cette présentation-là, aujourd'hui, on a beaucoup entendu des boucles, hein? Des boucles à gauche, des boucles à droite, des circuits courts. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça, une boucle? Et j'espère qu'avec l'exemple que je vais vous montrer, vous allez bien visualiser ce que c'est qu'une boucle entre une et plusieurs entreprises. Alors, l'exemple dont je vais vous parler, c'est une histoire qui a eu lieu, donc c'est une histoire vraie, en Montérégie. Et tout projet de symbiose a la prétention de répondre aux besoins du milieu. Alors, Nathalie, toi aussi, tu es dans ton univers, tu connais tes entrepreneurs. Ton rôle à toi, c'est un peu d'être l'antenne. Je fais un peu parallèle avec l'histoire ici. Répondre aux besoins du milieu, une pandémie mondiale, vous l'avez tous vécu, il n'y a plus de gel nulle part. Alors, comment le milieu, comment les entrepreneurs peuvent répondre à ce besoin-là, puis comment la symbiose peut aider, disons, accélérer la mise en place de cette solution-là. Donc là, je fais l'histoire simple, une pénurie de gel hydroalcoolique, une chaîne de valeur très simple, on a des matières premières, des équipements pour transformer tout ça, puis on a un marché. Mais ça, là, c'est comme un peu trop beau pour être vrai. En économie circulaire, disons qu'on est un peu plus lucide et on sait que si on veut être agile et répondre rapidement à un besoin, il va falloir qu'on repense la chaîne d'approvisionnement. Si on veut plus d'autonomie et qu'on veut faire, disons, de l'approvisionnement responsable local, de proximité, on va devoir repenser les chaînes. Je vous propose plutôt celle-là. Donc, toujours, on doit faire face à une pénurie de gel. Mais d'abord, on va devoir avoir des entrepreneurs qui vont répondre avec audace à ce besoin-là. Il va falloir vérifier la faisabilité de la transformation de matières premières en gel. Il va nous falloir des autorisations. Parce que on ne peut pas comme ça du jour au lendemain dire « je vais fabriquer du gel hydroalcoolique, il y a le mot alcool là-dedans ». Et quand il y a le mot alcool, il y a la régie des alcools pas trop loin et des autorisations qui sont nécessaires. En plus des équipements, il faudra aussi de la R&D, tu l'as bien mentionné, Fatma, de l'expertise. Oui, il faut un marché, mais il faut un réseau de distribution, il faut des emballages pour l'emballer, cet alcool-là. Alors, si on produit comme ça du jour au lendemain du gel, il nous faut aussi des emballages pour l'emballer. Alors, tout ça est lié un à l'autre, ça crée des pressions, on va dire, sur un marché lorsqu'on augmente la demande sur un produit. Et finalement, pour assurer la pérennité de toute cette nouvelle chaîne de valeur de production locale de gel hydroalcoolique, il faut s'assurer des gains et de la rentabilité. Je poursuis. Où arrivent les personnages de cette histoire-là? Mais c'est une entreprise qui fabrique de l'alcool, une bonne vieille distillerie qui, elle, s'est levée un matin en disant « Quel est le besoin de mon milieu? »
Est-ce que le besoin actuel pressant, c'est de fournir de l'alcool à boire? Oui, très certainement, les gens avaient envie de noyer leur malheur. Mais outre ça, on avait un besoin urgent dans le milieu de la santé, notamment, d'alcool, de gel. Alors, cet entrepreneur-là a eu l'audace de dire, ben moi, je vais prendre mes équipements. C'est des équipements dont il a, si vous voulez, challenger la polyvalence. Et il a dit, ben, plutôt que de transformer mon seigle en un produit final qui était, disons, un alcool fort, mais il a utilisé ses propres équipements pour faire une fermentation, une distillation, mais plutôt pour produire du gel. Alors, vous voyez comment rapidement, il a dû lui-même monter en expertise et adapter son procédé pour transformer sa matière première en gel. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous, en économie circulaire, on est vachement tordu, c'est-à-dire qu'on cherche toujours les opportunités pour encore plus faire d'économie. Et moi, quand je vois ce schéma-là, l'écran, je me dis, pourquoi j'irais utiliser du seigle vierge, qui est une matière qui est très noble, qui sert à faire de l'alcool à boire, pour aller fabriquer du gel? Ça n'a aucun sens. Alors, ce qui s'est passé dans la vérité des faits, c'est qu'un Nathalie, il y a un projet de Montérégie de symbiose, qui s'appelle Symbiose Montérégie. Et comment ils ont été mis à contribution dans ce projet-là, c'est qu'eux, ils connaissent les entrepreneurs, ils connaissent ce qui rentre dans les entreprises, ils connaissent les matières résiduelles, ils connaissent le métabolisme du territoire. Et en collaboration avec leur créneau Accor, ils ont littéralement fait un appel à tous qui, en quelques jours, a permis de récupérer, disons, plein d'informations. Donc, l'appel à tous, c'était, vous, entreprise de la région, qui a des matières résiduelles qui contiennent des sucres fermenticibles? En français, ce que ça veut dire, qui a des déchets qu'on pourrait fermenter pour fabriquer de l'alcool? Alors, je vous résume ça, ça ressemble à ça. Et en plus, on voulait que ces ressources-là soient situées le plus près possible de la distillerie. Vous avez remarqué, j'ai dit ressources, je n'ai pas dit matière résiduelle. Alors, l'appel à tous a été lancé. Une cinquantaine d'entreprises ont répondu à l'appel avec des matériaux tout aussi variés les uns que les autres. Et ceux qui ont gagné, bon, on avait de la betterave, des résidus même de lactosérum, puis aussi des résidus de sucrière. Alors là, l'entreprise qui transformait son seigle s'est dit, bon, plutôt que de transformer du seigle, parce que le seigle, on n'oublie pas, elle l'achetait, elle le payait. Alors que là, ces sous-produits-là, il va les avoir à meilleur marché que le seigle. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a adapté son procédé, encore là, très rapidement, pour utiliser finalement des sous-produits de mélasse, un sous-produit de la fabrication du sucre. Ça tombe bien parce que, du point de vue technique, la mélasse est encore plus près du gel que l'était le seigle. Donc là, il y a encore des économies qui sont réalisées sur le procédé. Donc, tout le monde applaudit la synergie. Donc, si je vous résume ça, là, la synergie par ce graphique hautement scientifique, ça nous permet de bâtir littéralement des nouvelles chaînes de valeur qui sont plus locales entre le besoin du milieu, qui devait fabriquer du gel, et l'utilisation non pas de matière vierge comme le seigle, mais bien d'une matière résiduelle qui trouve un débouché à valeur ajoutée. Le volet de la proximité est super important parce que le gel qui va être produit ici, c'est pas des milliards de litres, mais ça va être du gel qui va être utilisé dans les établissements de santé de la Montérégie. Alors, vous voyez comment on rapproche le fabricant, le producteur, des utilisateurs finaux aussi de la matière qui est produite. Donc, ça nous permet, in fine, d'avoir des économies qui sont plus résilientes, de maintenir des emplois, puis créer aussi un sentiment d'appartenance entre les entreprises qui participent à cette synergie-là. Les gens étaient super fiers, ils ont publié ça dans les journaux, donc ça crée vraiment, on va le dire, un buzz. Mais ça rapporte-tu? Et puis là, c'est là nous, on arrive en tant que centre de recherche et on aime ça, mesurer les retombées de nos actions. Alors, qu'est-ce que ça a rapporté, cette synergie-là? Au moment où je vous parle, 24 tonnes de mélasse ont été valorisées. C'est pas rien du tout, là. C'est 7 500 $ économisés de dollars par rapport à l'achat de seigle neuf. Et on a été même sauvé près de 7 000 kilos de CO2 équivalent. Donc, c'est nos gaz à effet de serre. Donc, très rapidement, nous, on a voulu, si vous voulez, encadrer, apporter notre accompagnement aux acteurs de cette synergie-là pour leur montrer les retombées qu'ils avaient réalisées parce qu'on veut consolider leur action.
C'est comme ça souvent aussi qu'on va aller convaincre les entrepreneurs, les décideurs du territoire d'embarquer dans l'aventure. Alors, qu'est-ce que vous faites à Laval? C'est ce que vous voyez à l'écran. Nathalie, tu fais partie de ce grand mouvement-là entre les intrants, les extrants, puis ton rôle à toi, c'est de mettre en relation les gens pour que finalement, on lutte contre le gaspillage, qu'on arrive au fameux zéro déchet, dont l'objectif que vous vous êtes fixé. Voilà. J'espère que ça a été instructif, puis que vous êtes inspirés par cette synergie-là, puis je vous montre en plus que c'est rentable, puis qu'on peut mesurer les gains de type d'initiatives qui ont été prises très rapidement quand on a eu le cas de la COVID. Tout ça s'est passé au mois de mars. Voilà. Excellente présentation. Merci, Jennifer. Ça fait plaisir. Je pense qu'on a une bonne idée maintenant des synergies d'affaires. On en parlait dès le début. Michel évoquait le tout en début de présentation. Je pense que ça vous donne une bonne idée maintenant de jusqu'où on peut aller. Si vous cherchez encore comment le faire, comment détecter les opportunités au sein de mon entreprise, on n'a pas fini. On peut encore vous aider de ce côté-là. Alors, on a donc des invités dans le cadre d'un panel. Michel, je vais peut-être te laisser la parole pour que tu puisses nous présenter nos invités de panel aujourd'hui. Merci Caroline, merci Jennifer pour la présentation. Donc, on va reconnaître et souligner les efforts des entreprises certifiées éco-responsables 2020. L'éco-responsabilité, c'est faire en sorte d'adopter et de prôner des pratiques responsables au quotidien dans une perspective d'amélioration collective de la qualité de vie et de préservation de l'environnement. En prenant des décisions stratégiques en matière de développement durable, les entreprises et les organisations démontrent par leurs pratiques éco-responsables un apport concret au développement durable. Elles réduisent ainsi leur impact écologique et améliorent leur chaîne de valeur. Cette certification est créée par le Conseil des industries durables et comprend 4 niveaux pour répondre aux organisations qui souhaitent mettre en place de façon progressive les pratiques éco-responsables. Je connais bien cette certification-là parce que mon entreprise, Ursula-Lefebvre, on travaille en urbanisme et en architecture de paysage, mais on compte parmi les premières entreprises de services lavalloises à avoir obtenu cette certification-là éco-responsable en 2018. Ça fait un petit moment qu'on suit ce mouvement avec Marius, avec Pierre, donc je vais vous présenter dans quelques instants. On est même passé rapidement à l'étape au niveau 2, donc à l'étape supérieure dès 2019, pour pousser notre engagement encore plus loin. C'est pas juste parce qu'on travaille en développement durable dans notre quotidien et qu'on aide nos clients à progresser du côté du développement durable, mais parce que carrément on y croit. Et parce que aussi, de manière quotidienne, on voit toutes les améliorations, tous les gains, pas juste économiques, de sauver les matières, mais toutes les opportunités d'affaires qu'on crée quand on se met à s'ouvrir vraiment sur des pratiques plus éco-responsables. Donc, aujourd'hui, pour une deuxième année, nous tenons à souligner l'obtention de cette certification éco-responsable à des entreprises lavalloises qui ont relevé le défi. Je tiens d'ailleurs à remercier évidemment tous les partenaires du projet, soit le Conseil des industries durables, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, ainsi que Service Québec Laval. Alors, les entreprises certifiées éco-responsables 2020 à Laval cette année sont Dynapack, Numèche et les industries MAN. Donc, félicitations à vous toutes. On a d'ailleurs l'honneur, je vais le dire plus lentement, d'accueillir virtuellement aujourd'hui des représentants de ces entreprises. Vous allez pouvoir les entendre. Ils vont vous expliquer les raisons pour lesquelles ils ont choisi de s'engager dans cette voie de l'éco-responsabilité. J'ai donc le plaisir de vous présenter Marius André, qui est directeur et associé chez Coesio, donc la firme responsable de l'accompagnement des différentes entreprises. Madame Johanna Van Hove, directrice des ventes et marketing chez Dynapack. Jacques-Olivier Tremblay, directeur de l'ingénierie chez Numèche. Et le célèbre Pierre Filion, directeur général du Conseil des industries durables, qui chapeaute cette certification. Donc, débutons tout d'abord avec Marius André, directeur et associé chez Coesio. Marius, une petite question pour toi. En quoi la certification et la démarche éco-responsable sont un incontournable pour les entreprises dans un contexte de relance post-COVID? Merci Michel. C'est une excellente question. Difficile à répondre en 3 minutes, mais on va y arriver. Donc,
les défis. En fait, le Covid-19, cette situation de Covid vient exacerber un ensemble et amplifier en fait un ensemble de tendances qu'on voit dans le marché depuis de plusieurs années auprès des différents acteurs, que ce soit les consommateurs, les entreprises, même le gouvernement. Pendant cette situation de Covid, on a vu l'Observatoire québécois pour la consommation responsable mentionner que les consommateurs, par exemple, ont des nouvelles habitudes. Hein. On peut voir qu'il y a une confirmation de la slow life, donc une vie plus lente, des personnes qui ne souhaitent pas revenir à leur vie un peu d'avant, une consommation locale plus importante. Hein. 62% des consommateurs qui ont répondu à des sondages ont privilégié désormais le local, et une tendance de déconsommation aussi. Au niveau des entreprises, vous l'avez très bien mentionné auparavant avec les symbioses, on a eu des entreprises qui ont su pivoter pendant cette période-là de crise, qui ont su vraiment adapter leur modèle d'affaires. Hein. On peut penser à des entreprises qui sont d'ailleurs éco-responsables, comme la station ABT, SP Apparel ou Soleno, qui vont désormais délivrer et répondre à des besoins sanitaires par des gels ou des blouses de santé. Puis le gouvernement aussi qui s'adapte hein, avec la notion du panier bleu. Vous avez pu le voir, hein, un ensemble d'experts qui vont repenser la notion d'achat responsable et d'achat local au Québec, qu'est-ce que ça représente. Donc, l'après-Covid, toute cette relance de post-Covid, si l'on veut, il va y avoir beaucoup de pression, si on veut, beaucoup d'attentes sur les entreprises, sur leur positionnement. Donc, un positionnement qui soit transparent, qui soit responsable, qui soit inclusif, avec tous les débats qu'on a eu dernièrement à ce niveau aussi. Et McKinsey a d'ailleurs fait une étude intéressante à ce niveau. 85% de la population est plus susceptible de rester fidèle à une entreprise qui fait preuve de transparence. Donc, l'après-Covid, il va y avoir vraiment, et on le voit de plus en plus, des entreprises qui vont naviguer bien face à ces nouvelles tendances, et d'autres qui vont avoir un peu plus de mal à le naviguer et vont parfois, sans le vouloir, faire preuve d'éco-blanchiment ou de greenwashing. Donc, une sorte d'écueil, si l'on veut, à l'éco-responsabilité. Donc, c'est là qu'intervient le programme éco-responsable, la certification et la démarche menant aux différents niveaux. C'est-à-dire que ça permet vraiment d'équiper des entreprises PME qui n'ont pas l'habitude de naviguer dans ces nouvelles tendances, de vraiment leur fournir les outils nécessaires, la structure, les démarches, pour réfléchir à vraiment intégrer la notion de performance globale, donc une performance qui soit environnementale, sociale, économique et de gouvernance, dans leur modèle d'affaires et non pas seulement comme un projet annexe. Donc, cette certification vraiment crédible, comme vous l'avez mentionné, Michel, avec le groupe EcoCert qui vient vérifier, permet de fournir ces outils-là à ces entreprises et de passer d'un mode de bons citoyens corporatifs à un mode d'entreprise qui va vraiment participer à une société plus résiliente, plus durable et plus inclusive. 3 minutes 3, donc je pense qu'on est dans les temps. Merci, Marius. C'est fort apprécié que tu puisses rester dans le temps comme ça. On va pouvoir partager l'ensemble des expertises. Merci. Maintenant, Mme Joanna Van Hove, directrice des ventes et marketing chez Dynapack. Petite question pour vous. Quels sont les bénéfices de la démarche en termes de structure de planification et d'opérationnalisation, je savais que j'étais m'enfarger, du développement durable? À vous la parole. Heureusement, j'ai eu la question par écrit avant. Écoutez, nous, franchement, c'est au niveau des outils de structuration, c'est vraiment top. Nous, on est quand même une petite structure, on est assez lean au niveau de l'effectif, et c'est sûr que en tant qu'entreprise, bien sûr qu'on essaye toujours dans notre plan stratégique et dans les actions qu'on prend d'avoir l'aspect économique, l'aspect social, l'aspect environnemental et l'aspect de gouvernance. C'est quelque chose qui est un peu naturellement dans le monde d'aujourd'hui, on essaye de faire, mais c'est vraiment difficile de le faire de manière structurée, justement. Et là, les outils de la certification, notamment tout ce travail sur les enjeux et sur le positionnement par rapport à l'impact que chaque enjeu a, par rapport à l'importance, par rapport à notre business à nous et les parties prenantes dans notre cas en particulier, ça pousse vraiment la pensée très loin et la structuration. Enfin, vraiment, clairement, sans ces ateliers-là et sans ces outils-là, ça aurait été difficile d'aller aussi loin dans la réflexion. Sauf voilà, si on était une multinationale avec des ressources nécessaires pour avoir un département qui ne s'occupe de ça. Mais là, non, c'était vraiment des outils super bien faits et puis vraiment faciles d'accès et qui poussent vraiment la réflexion loin.
Est-ce que c'est combien? 2 minutes? Moi, j'avais pas de timer. Non, vous avez rentré dans le temps amplement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette démarche, on se rend compte à quel point c'est pernicieux. Donc, de manière positive, évidemment, c'est que ça s'enracine tranquillement et ça va loin dans les opérations. Donc, merci. Maintenant, M. Jacques-Olivier Tremblay, directeur d'ingénierie chez Numèche. Dites-nous, quels sont les bénéfices de la démarche en termes d'implication des employés cette fois-ci et en termes de différenciation dans votre marché? Oui, en fait, nous, de notre côté, on a voulu voir au-delà de la certification éco-responsable qu'on voulait aller chercher un projet commun et rassembleur au sein de notre entreprise, autant pour les gens de bureau que les gens de plancher. Donc, on a vraiment voulu créer un lien entre les plus jeunes employés, on pourrait dire, qui baignent de plus en plus dans l'éco-responsabilité, puis les gens de plus d'expérience un petit peu qui sont curieux, justement, d'en entendre parler. Donc, ça a créé vraiment des très bonnes synergies. On s'en faisait parler, on pourrait dire, dans les dernières années, en fait, de notre implication à l'éco-responsabilité. On était plus ou moins, en fait, plus ou moins là, on pourrait dire. Donc, ça venait même un petit peu de l'intérieur. On se faisait challenger. Donc, en fait, ça a été très bien vu, très bien accepté. Puis, c'est ça, les plus jeunes embarquent très bien. Les plus vieux sont curieux. On pourrait dire les plus expérimentés sont curieux. Donc, en fait, c'est ça, ça crée un projet commun au-delà de la routine de production, d'efficacité, de qualité, des choses comme ça. Ça crée un projet commun, en fait, pour rassembler tout le monde. Donc, c'est extrêmement positif. Puis, pour ce qui est de la différenciation dans le marché, en fait, ça aussi, ça vient un peu de l'intérieur. Nos clients nous posent des questions, en fait, sur notre approvisionnement responsable d'acier. Nous, on transforme 40 000 tonnes d'acier annuellement. On est quand même une PME. On se bat contre des multinationales, mais aussi contre d'autres PME. Les multinationales sont souvent en avance sur nous en ce moment. Les autres PME, on pourrait dire justement que là, on semble prendre une petite avance. Là. Donc, c'est sûr que ça va nous aider. Nos clients semblent satisfaits de notre approvisionnement de plus en plus responsable. On espère aussi qu'avec cette certification-là, on puisse donner encore plus de poids, on pourrait dire, à notre façon de travailler, on pourrait dire éco-responsable, puis aller chercher des nouveaux projets aussi en ce sens. Donc, c'est que du positif pour l'instant. Merci, Jacques-Olivier. Maintenant, on est rendu au célèbre Pierre Filion. J'ai dit célèbre parce que, oui, on le connaît bien, mais aussi célèbre pour ses envolées littéraires. Pierre, il va falloir que tu restes dans le temps. Donc, Pierre est directeur général du Conseil des industries durables. Pierre, j'ai préparé une question pour toi, sans parler de l'éco-responsabilité en général, mais quelque chose de beaucoup plus pointu. Donc, la certification éco-responsable, qu'est-ce que ça rapporte comme tel aux entreprises en termes de plus-value pour leur développement des affaires, la rentabilité à venir? Écoutez, je vais enchaîner rapidement avec une petite présentation vite, qui devrait me limiter dans le temps, pour ceux qui se soucient du temps. Alors, les retombées, dans un premier temps, de la certification, les grandes études maintenant démontrent, hors de tout doute, les grandes écoles puis les grandes institutions ont démontré que les entreprises qui avaient un plan de gestion du développement durable ou qui misaient sur l'éco-responsabilité de leur empreinte écologique performent beaucoup mieux que toutes les autres entreprises durant et après les crises. Donc, elles sont en capacité d'accélération et de croissance plus rapidement parce qu'elles ont développé une capacité de résilience. Encore une fois, quand on a une entreprise maintenant, notre regard sur l'entreprise nous permet de travailler sur les 4 piliers du développement durable. Vous avez après ça les 24 enjeux liés au développement durable et associés à ça, vous avez les 8 fonctions principales d'une organisation. Là, vous commencez à avoir ce qu'on appelle une entreprise à géométrie variable. Donc, beaucoup plus d'agilité, de résilience, de capacité de mobilisation. Marius l'a bien dit tantôt, on cherche à éliminer le greenwashing, le greenbashing. C'est hors de tout doute, c'est ce qui est venu faire mal au développement durable dans les dernières années. Ce sont toutes les entreprises qui ont mis du vert, du bleu sur leurs dépliants puis qui soudainement s'improvisaient nous sommes éco-responsables ou nous sommes développement durable. Ça, pour moi, ça a été catastrophique. Alors, la certification, elle permet justement d'éliminer ça et de faire partie d'un grand mouvement qui veut se dissocier de ce genre de comportement-là. Donc, être certifié, faire reconnaître justement notre plan PAR EcoCert qui fait en sorte maintenant que notre certification est au niveau international.
depuis 2 semaines, nous avons annoncé officiellement que la certification était rendue en France pour les pays européens. Alors, pour vous dire que le Québec gagne du galon. Et ça, c'est tout à votre avantage, les entreprises, parce que maintenant, d'être reconnu internationalement, on fait partie de la classe des grands, les ISO de ce monde et les QS de ce monde. Structurer votre progression et améliorer votre performance globale et de façon durable, et surtout vous différencier face à, justement, vos compétiteurs, mais votre engagement, les standards de divulgation en matière de développement durable, à un moment donné, on devient cohérent et on converge. Donc, reconnaître vos pratiques éco-responsables est un choix gagnant à tous les égards et surtout les retombées positives qui en découlent. Mais de travailler sur les 4 volets, les 4 dimensions du développement durable, vous procure définitivement une capacité supérieure que n'importe qui. Je n'énumérerai pas tous les bénéfices et les avantages. Ils sont concurrentiels, ils sont économiques, ils sont extra-financiers. À certains égards, ils sont intangibles parce qu'on a parlé tantôt de la rétention des employés, la mobilisation des employés. Et je pense que l'unanimité au sein des entreprises, ça a été la capacité de mobiliser le multigénérationnel dans nos entreprises. Et ça, le programme éco-responsable permet de faire ça. Donc, on est rendu dans les entreprises industrielles au Québec à 4 générations de travailleurs. Il n'y a personne qui se parle, puis il n'y a personne qui parle le même langage. Alors, réduire, éliminer, qui sont les premiers fondements d'or d'une démarche éco-responsable, mais surtout grâce au programme éco-responsable et à l'accompagnement qu'on procure, nous sommes capables d'élever et de créer de la valeur maintenant pour chaque entreprise. Et je suis convaincu que dans l'exercice de nos trois éco-leaders maintenant de Laval, c'est clair qu'ils ont probablement un beau portfolio de belles choses à dire. Donc, le programme, la certification, elle a un impact direct sur 3 leviers qui vous permettent d'être en affaires. On a une incidence positive sur le prix, la qualité et les délais. Et ça, il y a 10 ans, les gens voyaient ça comme une dépense, mais maintenant, le développement durable, c'est un levier de création de valeur. Donc, notre slogan, on prend nos éco-responsabilités avec conviction dans l'action. Pour nous, ça demeure notre leitmotiv et notre slogan pour mobiliser les entreprises. Excellent, Pierre. Un gros merci, très percutant. Donc, félicitations tout le monde pour cette belle certification-là et on vous invite évidemment à progresser et à essayer d'atteindre les niveaux supérieurs. Maintenant, je vais laisser la parole à Jean-Sébastien Trudel qui vous donnera davantage d'informations sur un autre projet important de la Chambre de commerce et de l'industrie de Laval. En fait, une subvention en matière de développement durable qui peut vous être fort utile, le Fonds Éco-Leader. Jean-Sébastien, à toi. Merci, Michel. Puis pendant que j'ai Jacques-Olivier qui est encore en ligne, Jacques-Olivier, veux-tu ouvrir ton micro puis me lire qu'est-ce qu'il y a derrière sur ton mur? Je n'arrivais pas à le lire au complet. On a ceux et celles qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde sont en réalité ceux qui le font. Donc, c'est Steve Jobs. C'est ça vient de ça? Steve Jobs. Okay. Excellent. Puis ça, c'est chez toi ou c'est ton bureau? C'est au bureau. En fait, c'est notre salle, salle d'innovation qu'on appelle un peu. Là. Donc, justement, un petit peu plus technologique. C'est au bureau. C'est chez Newmesh. OK. Bien, parfait. Bien, merci d'avoir partagé ça. Puis dans le fond, s'il y en a d'entre vous qui êtes assez fous pour vouloir réinventer le monde, bien, je pense que la question qui se pose après, c'est comment on le fait pour le financer, ce changement-là. Je pense que dans le contexte actuel, il y a beaucoup de projets de financement qui sont disponibles et celui du Fonds Éco-Leader se distingue de 2 manières. La première, c'est que ce n'est pas un prêt, c'est une subvention. Vous pouvez aller chercher comme ça jusqu'à 50 000 $ pour certains projets. Et l'autre façon de se distinguer de tous les autres programmes de financement qui existent actuellement, c'est pour ceux qui ont un peu cette vision-là dont Jacques-Olivier parle. C'est qu'il faut avoir cette volonté-là de se réinventer, d'innover, parce qu'en réalité, c'est un investissement. C'est de l'argent que vous allez devoir investir pour aller chercher une expertise. Beaucoup de gens m'appellent au Fonds Éco-Leader pour me dire « Jean-Sébastien, je vais acheter une nouvelle technologie, je veux remplacer un équipement. Est-ce que le fonds peut m'aider avec ça? » Non. La réponse, c'est non. C'est fait pour financer des experts qui vont venir vous aider à réfléchir sur vos stratégies, sur vos politiques, à évaluer votre performance actuelle ou éventuelle
ou même à vous aider, à vous accompagner pour développer un plan d'action qui va vous permettre de progresser et d'aller vers, par exemple, une certification éco-responsable ou vers un projet de symbiose industrielle ou encore des projets d'électrification, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de gestion de l'eau. Ça couvre quand même assez large. Les technologies propres, c'est également un sujet très couvert par rapport à ce financement-là. Par contre, le problème actuellement, c'est qu'à Laval, puis dans l'ensemble du Québec, on a 18,4 millions de dollars disponibles dans ce fonds-là. On vient tout juste la semaine dernière de franchir la première année où, en fait, l'année au complet n'a pas été, c'était à l'automne. Mais donc, on a commencé à travailler sur la diffusion du fonds il y a 1 an. Et en 1 an, on n'a même pas entamé le 1/18e. On a un peu plus d'1 million de dollars d'investis jusqu'à date. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui est encore disponible et que peu d'entreprises y font appel actuellement. Donc, l'occasion est là, je pense, pour vous, pour regarder si c'est quelque chose d'intéressant dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais ce sera un fonds qui va être disponible pour encore les 3 prochaines années. Et ça vous permet comme ça d'aller chercher entre 30 000 et 50 000 $ selon le type de financement que vous cherchez. Donc, je ne vais pas en parler davantage. Je sais que le temps est limité, mais si vous avez des questions par rapport à ça, je vous invite tout simplement à visiter le site du Fonds Écoleader sur lequel il y a tout un guide, fondsécoleader.ca, ou encore à m'écrire. On pourrait avoir une conversation pour voir de quelle manière ça peut s'appliquer dans votre situation, que ce soit pour vous ou encore pour vos clients peut-être. Peut-être que c'est vos clients qui pourraient obtenir du financement également. Donc, écrivez-moi à js.trudel@fondsécoleader.ca pour en discuter, ça va me faire un grand plaisir. Maintenant, Sébastien va écrire son courriel là, dans le chat box pour que tout le monde puisse l'avoir. Ah oui, je pensais que je partageais On va s'assurer. Je l'écrirai dans le chat box après. Et puis j'en profite également pour vous parler d'un autre projet qui est en train d'être réfléchi actuellement, un projet pilote. Et je vais laisser la parole, dans le fond, à Véronique de l'Empreinte qui va pouvoir vous en parler davantage parce que la Symbiose est à la recherche de gens qui sont prêts justement à aller plus loin. Peut-être que le Fonds Écoleader pourra financer une partie de ça, ce sera à voir. Mais on est en réflexion, puis Véronique a quelque chose à vous proposer. Donc voilà, bonjour, Véronique Comeau de l'imprimerie L'Empreinte, une entreprise de Laval installée à Laval depuis un peu plus de 5 ans. Je suis membre également du comité Symbiose de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et du conseil d'administration de Prox Industriel. Donc, le but de mon intervention aujourd'hui, après ces magnifiques présentations, c'est de vous dire, en fait, on a vu, après la caractérisation des matières qui a été faite par le comité Symbiose et qui a été présentée par Nathalie précédemment, on a constaté 2 choses. Soit que les entreprises qui avaient été ciblées, qui avaient été interrogées, avaient soit du carton et du papier, parce qu'on parle définitivement de carton à ce moment-ci, qui envoyaient aux déchets, en fait, une partie de leur matière, ou sinon qu'ils avaient un service de recyclage avec différents partenaires, où ils ont soit un 2 verges, un 4 verges, un 6 verges, un 8 verges en arrière de chez eux, qui ont un service, une levée par exemple à toutes les semaines, à tous les mois sur leur matière, mais un volume faible qui fait en sorte qu'il n'y a pas de redevance ou plutôt je perds mes mots, je m'excuse, de sous qui leur sont renvoyés, en fait, pour ce tonnage-là. Donc, si on revient un petit peu à la base, l'entreprise moyenne qui nous intéresse, c'est justement cette entreprise qui génère un peu de volume de carton ou de papier, qui ne reçoit pas de ristourne parce que le tout mélangé dans un même camion à coup de 20 ou 40 entreprises, c'est impossible pour l'entreprise de service de déterminer le tonnage qui est généré par l'entreprise X et donc de redonner une ristourne. On a donc eu des discussions entre différents partenaires, soit bien sûr le comité de Symbiose, la Chambre de commerce, Prox, puis également Cascade qui est le connaisseur dans ce domaine-là, pour voir si on pouvait trouver une solution pour les entreprises de Laval dans des secteurs donnés, pour aller récupérer de la matière, puis potentiellement, de devenir des citoyens un peu plus éco-responsables, et sinon d'avoir peut-être un retour sur ce tonnage-là de carton. Donc,
c'est un petit peu précoce. On en discutait, Jean-Sébastien a mis la table un petit peu. Ce qu'on se dit, c'est que c'est plus précoce comme discussion parce qu'on n'a rien de fait jusqu'à ce stade-ci. Mais on trouvait le moment parfait là, avec l'atelier de symbiose de vous en toucher un mot pour que vous fassiez partie également du processus de discussion. Donc, c'est une réflexion sur une possibilité d'un projet envisageable. On veut donc, en fait, sonder votre intérêt à participer à un projet pilote qui pourrait être mis en place dans un secteur donné de Laval, industriel, où les entreprises seraient amenées à apporter leur matière, soit leur carton et leur papier, pour qu'une fois ce tonnage-là récupéré par une entreprise X, que ce soit Cascade ou autre, pourrait générer des ristournes qui pourraient être retournés en partie ou en totalité aux entreprises de Laval. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais vous mettre sur la table aujourd'hui. C'est ce projet-là, cette réflexion-là qu'a fait le comité et différents partenaires. Puis vous trouverez sur le chat, là, sur la discussion, Jean-Sébastien met un lien pour vous inscrire. Donc, ce qu'on veut de vous, c'est un peu que vous participiez à ce projet pilote-là. Donc, on vous amène à vous inscrire, les entreprises qui sont intéressées à le faire, et de répondre à certaines questions, dont notamment votre tonnage, exemple en carton et votre papier. Donc, voilà. Merci à Symbiose pour cette belle discussion. C'était très, très intéressant aujourd'hui. Merci beaucoup, Véronique. Merci, Pierre, Jacques-Olivier, Marius, Johanna. Vous êtes nombreux à pouvoir avoir été exprimer toutes les différentes facettes que peuvent prendre. Donc, premièrement, félicitations à nos nouvelles personnes qui ont cette reconnaissance d'éco-conception. C'est grandement apprécié, ce témoignage-là. Mais au-delà de ça, je pense qu'on se rend compte avec les propos de Pierre qu'on peut aider énormément. Il y a de l'argent à faire, soit en augmentant ou en diminuant des choses. Les revenus, les profits, ça se dégage en gérant les dépenses, en augmentant les revenus. Et on peut travailler sur les deux côtés du dénominateur. Ça passe, d'après ce que j'entends avec Jean-Sébastien, c'est de l'accompagnement, des expertises. Osez, avec le Fonds Éco-Leader, aller vous adjoindre les expertises nécessaires pour ne serait-ce qu'une incursion pour voir qu'est-ce qui est possible de ce côté-là. Ça ne se fait pas tout seul de votre côté. Osez l'accompagnement. Je pense que tous les gens autour, là, dans la mosaïque qu'on voit, témoignent que ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait en équipe. Je pense que c'est à ça que ça sert, en quelque part, une communauté d'affaires comme la Chambre de commerce. Et donc, on est heureux. C'est un grand mouvement, grâce avec Michel Rousseau, notre président, d'être capable de justement oser pour les prochaines années, s'investir largement à Laval dans notre symbiose. Et donc, est-ce que j'oserais, Michel, c'est la grande tradition, le mot de la fin? On n'a pas quelques petites questions. Je sais qu'on a du oui, retard. Mais c'est pour pouvoir... OK, effectivement, je pensais que tu voulais enchaîner sur ce niveau-là avant que je passe aux questions des gens. Allons-y avec les questions. Parfait. Si vous avez des questions, ne serait-ce que pour certains des panélistes qui sont ici, des gens qui sont peut-être... Est-ce que tout le monde est... Oui, tout le monde est présent maintenant. Alors, on vous invite à lever la main ou à écrire justement dans le chat les questions. Ça va nous faire plaisir. Marie-Ève vous donnera la parole pour qu'on puisse justement faire des échanges. Alors, tout en bas, là, dans votre menu, vous pouvez lever la main. Et on vous donnera donc la parole. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a une. Alexandre. Oui? Y a-t-il quelqu'un qui voulait ajouter un message? Marie-Ève, si jamais j'ai de la misère, je t'invite peut-être à me donner un... La question de Johanna, c'est est-ce qu'une analyse de cycle de vie pourrait entrer dans le cadre du Fonds Éco-Leader? La réponse à ça, c'est tout à fait. Ça peut être financé, une analyse de cycle de vie, que ce soit une analyse de cycle de vie environnementale traditionnelle, ISO 14040, ou une analyse de cycle de vie sociale ou même économique. Là, ça peut également faire partie du genre d'expertise qui serait subventionné. Et puis, dans tous les cas, ce que vous devez faire, c'est aller regarder sur le site du Fonds Éco-Leader. Il y a une liste d'experts reconnus et vous devez absolument faire affaire avec un expert reconnu pour obtenir la subvention. Et donc, si vous voulez absolument travailler avec un expert qui n'est pas encore reconnu, vous pouvez l'inviter à aller s'inscrire sur la liste puis remplir un formulaire. Mais sinon, il y a déjà une liste de gens parmi lesquels vous pouvez rechercher.
Et donc, si ce qui vous intéresse, c'est une analyse de cycle de vie, bien là, à ce moment-là, en tapant analyse de cycle de vie, vous allez avoir tous les experts qui sont capables d'offrir ce genre de service-là et qui sont reconnus par le Fonds Éco-Leader. Parfait. Vous pouvez voir dans le chat également que Muriel, dans son entreprise, mentionne justement avoir déjà entamé un processus d'accompagnement, mais étant donné qu'elle est lavalloise, aimerait donc poursuivre l'accompagnement à Laval. Alors, je suis certaine, Muriel, qu'on va vous mettre en contact avec Jean-Sébastien, c'est déjà fait, et qu'il va y avoir une suite dans les prochaines heures, prochains jours à ce niveau-là, et voir qu'est-ce qui est possible. Ça fait plaisir. C'est bon, on poursuit les maillages, c'est excellent. C'est ça qu'on aime. On en a eu des excellents maillages. Je vous rappelle quand Nathalie mentionnait les maillages de type A, B et C, on peut oser même le C. Si vous ne savez pas, quand vous avez une porte de garage avec tout ce qui va avec, quoi faire avec, on est en mesure de pouvoir, avec les différents fonds, les différentes initiatives, les expertises avec le collège et nos partenaires, explorer qu'est-ce qui pourrait être fait. C'est vraiment à ce niveau-là qu'on le travaille. J'ai la main levée, donc, avec Alexandre. Marie-Ève, est-ce que tu es en mesure de pouvoir donner la parole ou c'est moi? Je ne suis pas très habile. Et super, merci beaucoup. Bien, en fait, c'est pas une question, c'est deux ajouts très rapides que je voudrais faire. D'abord, je mets mon chapeau relève d'affaires pour vous rappeler, je pense qu'un intervenant, Jacques-Olivier, tantôt on a parlé le côté intergénérationnel, mais les 40 et moins, l'aspect éco-responsable, c'est extrêmement attirant. Et les milléniaux, encore plus. Donc, c'est un facteur attractif aussi au niveau des ressources humaines. Je ne peux pas mettre l'emphase là-dessus assez. Puis là, je mets mon chapeau Laval en transition pour vous dire aussi qu'au niveau des consommateurs, c'est aussi, il y a une demande de plus en plus forte. Il y a des mouvements qui se créent de consommation responsable. Il y a des événements qui s'en viennent, notamment à Laval là-dessus aussi. Donc, la demande est là aussi de façon croissante. C'est ce que je voulais vous dire. Merci, Alexandre. Effectivement, Pierre faisait allusion tantôt à 4 générations et je ne suis pas surprise. Puis même si on est en jour 95 de la pandémie, ce qu'on entendait il y a quelques semaines, c'était une question de pénurie de main-d'œuvre. Alors, d'être attractif pour nos talents est quelque chose de très, très important et de maintenir le cap sur cette croissance-là va être nécessaire, effectivement. Alors, merci. Est-ce qu'on avait d'autres gens qui avaient des questions ou des échanges ou des interventions qu'ils souhaitaient faire avec nos experts, nos invités et nos lauréats? C'est drôle à dire lauréat, mais en fin de compte, vous l'avez grandement mérité, hein, une reconnaissance pour celle-là. Alors voilà. S'il n'y en a plus, moi, je peux avec grand plaisir remercier tout le monde qui a participé aujourd'hui. Et je vous dire une chose, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'une continuité. Jean-Sébastien vous a mentionné la V2. On est en train de travailler. Mais au-delà de ça, c'est une continuité. On est nous-mêmes dans une dimension où est-ce qu'on va vouloir continuer à regarder ça. Ça intègre tout le monde dans notre région lavalloise, quels que soient les secteurs. Et je souligne, je pense que les gens s'en rendent moins compte parfois, c'est pas juste pour les manufacturiers industriels. La symbiose pour les commerçants, détaillants, grossistes, il y en a pour tout le monde des possibilités de faire des maillages. Véronique, tantôt, faisait allusion, on cherchait ceux qui avaient des plus petites quantités. Justement, ouvrez les yeux, puis ça peut être des gens où vous faites partie d'un réseau de communautés d'affaires, que vous soyez ici, vous en connaissez d'autres chefs d'entreprise, on vous invite en quelque part à être cette antenne, ce vecteur vers la chambre d'accélération pour justement les créer, nos opportunités de symbiose. Alors, si vous le voyez, n'hésitez pas à nous référer ces entreprises-là qu'on pourrait regarder avec eux ou faites le pont, venez avec eux et accompagnez-les vers leur communauté d'affaires à la Chambre. Ça va nous faire plaisir de collaborer à ce niveau-là. Et là, Michel, je pense que je peux vraiment te passer le mot de la fin. D'accord, merci Caroline. Comme vous pouvez voir, l'économie circulaire, c'est plus un concept flou, c'est vraiment concret. L'économie circulaire peut être aussi un outil pour propulser votre relance. On a eu plusieurs exemples aujourd'hui en vous permettant de faire des économies. Ça, c'est clair. Comme entreprise, il faut saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Il faut également, collectivement, Alexandre en a parlé tantôt, sensibiliser, éduquer et passer à l'action. C'est ça, Symbiose Laval. En terminant, j'aimerais vous remercier de votre participation, toutes et tous. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur ce que nous avons présenté aujourd'hui, n'hésitez pas à communiquer avec la permanence de la Chambre qui va vous répondre avec plaisir.
Donc, merci à tous les intervenants, nos panélistes qui ont participé aux discussions d'aujourd'hui. Bonne journée à tout le monde. Merci encore.